Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, je pense, essentielle pour beaucoup d'organisations. Comment on protège ses équipes, ses collaborateurs, quand ils partent à l'étranger, face aux risques sanitaires qui semblent de plus en plus présents? Oui, c'est un vrai sujet, un défi constant même. Et pour regarder ça de plus près, on va s'intéresser à un acteur spécifique, Travel Santé. Ils sont sur ce créneau depuis 25 ans, ce qui est déjà significatif. Un quart de siècle, oui. Voilà. Et ils disent accompagner plus de 100 entreprises, justement, pour sécuriser les missions à l'international. D'accord. Alors, pour notre analyse, on se base sur des éléments d'une présentation de Travel Santé, leur pitch deck 2025. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce qu'ils proposent concrètement pour répondre à ce besoin de protection. Tout à fait. Et il faut préciser d'emblée comment ils se positionnent. Comme un expert indépendant, c'est important, spécialisé dans la prévention des risques sanitaires pour les expatriés et les voyageurs d'affaires. Indépendant, c'est-à-dire? Ils soulignent leur indépendance capitalistique par rapport aux grands groupes de santé ou d'assistance. On peut y voir un gage de neutralité dans leurs recommandations, quoi. C'est un point intéressant, effectivement. Ils parlent aussi de reconnaissance, de certification. Ça donne du poids à leur discours d'experts. Oui, ils mentionnent par exemple un prix de la sûreté du voyageur. Bon, ça date de 2008, mais ça montre un certain historique. D'accord. Et plus récemment, des certifications comme IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels, c'est reconnu en France. Il cite aussi HON pour la qualité de l'infosanté en ligne et HAS en référence à la Haute Autorité de Santé. HAS. D'accord. Et puis enregistré auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc oui, ça leur donne une certaine assise, une légitimité. Bon, ça pose le cadre. Un acteur qui veut montrer sa crédibilité technique et son indépendance. Alors, allons-y. Comment ça marche concrètement? Le cœur du dispositif, si j'ai bien compris, c'est une plateforme. C'est ça, c'est vraiment le pivot de leur offre. L'idée, c'est d'avoir un point d'accès unique, une sorte de tableau de bord, à la fois pour les gestionnaires de mobilité dans les entreprises, Les RH, les responsables sécurité. exactement, travel managers, etc., et aussi pour les voyageurs eux-mêmes, directement. Et la promesse, c'est la simplicité, j'imagine. On trouve tout au même endroit, fini de chercher partout. C'est l'argument principal. Tout au même endroit, en quelques clics. Et concrètement, ça veut dire une grosse base de données derrière, plus de 300 fiches pays. Ah oui, quand même. Et ces fiches, elles sont assez riches. Elles ne se limitent pas qu'au médical pur et dur, hein. Qu'est-ce qu'on y trouve alors dans une fiche type? Alors, évidemment, il y a les recommandations pour les vaccins, c'est souvent un casse-tête, ça dépend du type de séjour, de la personne. Oui. Il y a les formalités d'entrée, y compris sanitaires. Ensuite, une description des risques santé locaux, le palu, la dengue, les risques liés à l'eau, l'alimentation. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire? Ils intègrent aussi des infos sur le climat, sur la sécurité générale du pays, même si c'est pas leur cœur de métier numéro un, c'est lié. Et puis des infos pratiques liées à infrastructures médicales sur place, etc. C'est assez complet. 300 fiches pays, c'est un sacré boulot de fond. Mais la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est à jour? Dans ce domaine, une info peut être périmée très vite. Bah oui, c'est absolument critique. Ils affirment que les fiches sont mises à jour en continu par leurs équipes. C'est clair que la valeur de cette base de données repose entièrement là-dessus, sur la fraîcheur de l'info. C'est non négociable pour eux, imagine. D'accord, donc une base de données riche et actualisée. Mais ça ne suffit peut-être pas toujours face à l'imprévu. La présentation parlait aussi d'un flux d'infos en temps réel. Mais oui, c'est l'autre volet important, hein. La veille active et la diffusion d'alertes. Ils décrivent ça comme un fil d'actualité épidémiologique, alimenté par leurs experts. Et ça se traduit notamment par une newsletter sanitaire. Une newsletter. À quelle fréquence? Assez souvent, d'après leur documentation, 5 fois par semaine. Envoyez vos abonnés. 5 fois par semaine? C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'elle contient exactement? Juste les grandes épidémies dont on entend parler aux infos? Non, c'est plus large que ça. Bien sûr, ça couvre les alertes sanitaires classiques, les épidémies qui émergent ou qui évoluent. Mais ils disent inclure aussi les catastrophes naturelles qui ont un impact sanitaire ou sur la sécurité des voyageurs. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Bon, on parle de séismes, d'éruptions volcaniques, de gros incendies, de prévisions de cyclones, de moussons très fortes. En gros, tout événement qui pourrait affecter la santé ou la sécurité des gens en mission. C'est intéressant, cette vision élargie, qui inclut l'environnemental. Il mentionne aussi un historique impressionnant. Plus de 8000 alertes archivées. Pourquoi garder tout ça? Bon, au-delà de l'archive pure, ça peut être utile pour voir des tendances sur une destination, comprendre la saisonnalité de certains risques, ou juste retrouver une info passée. C'est une sorte de mémoire du risque sanitaire mondial vue par leur prisme, quoi. Oui, je vois.
Mais comment on fait pour ne pas être noyé sous l'information si on reçoit des alertes 5 fois par semaine? Ça peut devenir ingérable, non? Justement, ils ont prévu un système pour structurer ce flux. Ils classent les informations selon 3 niveaux d'urgence. Et ça, c'est communiqué par email chaque jour ouvré. L'idée, c'est d'aider à hiérarchiser vite fait ce qui arrive. 3 niveaux d'urgence. Est-ce que tu peux nous les détailler un peu? Comment ça aide une entreprise à réagir? Alors, le niveau 1, c'est l'info préventive. C'est pour préparer le voyage, avant de partir. D'accord, type pensez à vérifier vos vaccins pour telle zone. Exactement, ou des conseils pour la trousse médicale, des précautions contre les moustiques. C'est du proactif, pas urgent. L'entreprise s'en sert pour sa communication interne avant les départs. Logique. Et le niveau 2. Niveau 2, c'est vigilance accrue. Là, on n'est plus dans le réactif, mais pour des risques qu'ils jugent modérés ou localisés. Par exemple, une petite épidémie de choléra dans une région précise, une alerte pollution dans une ville, des manifs qui pourraient bloquer l'accès à certains quartiers. Ok, ça demande une attention particulière. Voilà. Souvent avec des conseils spécifiques. Éviter cette zone, renforcer l'hygiène. L'entreprise peut relayer ça de façon ciblée aux personnes concernées. Et le niveau 3, j'imagine que là, c'est le gyrophare. C'est ça. Alerte maximale. Là, on parle de situation critique, une crise sanitaire majeure, une épidémie hors de contrôle, des restrictions de voyage soudaines comme des fermetures de frontières, une grosse catastrophe naturelle. Et là, l'entreprise doit réagir vite. Oui, une alerte au niveau 3, ça veut souvent dire qu'il faut prendre une décision rapidement. Reporter un voyage, contacter les gens sur place, peut-être même envisager un rapatriement. Ce système de niveau a l'air assez clair, oui. Et ces alertes, on les retrouve aussi sur la plateforme, j'espère, hein, pas juste dans les emails. Oui, oui, c'est un point important. L'info arrive par email pour être réactif, mais tout est aussi stocké, organisé, indexé sur la plateforme Travel Santé. Et surtout, c'est lié aux fiches pays. Ah, d'accord. Donc, quand on regarde la fiche d'un pays, on a les infos de fond, mais aussi les dernières alertes dynamiques qu'il concerne. Ça donne une vue complète. Bon, on a donc la base de données riche, les fiches pays, et puis ce flux d'actualité avec les alertes hiérarchisées. C'est déjà pas mal. Mais imaginons un cas très précis. Le médecin du travail d'une entreprise a une question pointue sur un employé avec un problème de santé particulier qui doit aller dans une zone isolée. La plateforme suffit dans ce cas? C'est là qu'intervient la troisième dimension de leur service, l'accès direct à leur propre expertise médicale. Ils appellent ça la hotline médicale. Une hotline? C'est un numéro vert qu'on appelle? Pas exactement un centre d'appel classique, je pense, plutôt une ligne directe, sans doute par email ou via un formulaire sécurisé sur la plateforme. Ça permet aux médecins d'entreprise, c'est vraiment eux les interlocuteurs pour ce service, de poser leurs questions complexes directement aux médecins spécialistes de Travel Santé. On a vu le comment, l'architecture du service. Maintenant, revenons un peu sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce genre de solution est devenue, d'après eux, si importante aujourd'hui? Le monde a changé, on le sent bien. Ouais, ils insistent beaucoup là-dessus dans leur présentation. Sur l'évolution du contexte global des risques. Plusieurs choses. Ils parlent d'une augmentation générale des risques infectieux dans le monde. Pas seulement les grandes épidémies médiatisées, mais aussi la recrudescence ou l'extension de maladies qu'on connaissait déjà. C'est vrai? Ils parlent aussi de la multiplication des menaces sanitaires au sens large, en incluant les risques liés à l'environnement, comme la pollution, les événements climatiques extrêmes. Et puis, l'émergence régulière de nouvelles maladies, la modification des épidémies existantes, parfois liées au changement climatique, à l'urbanisation. Tout ça rend les choses plus complexes. Le paysage du risque est plus complexe, oui. Et en même temps, il y a plus de pression sur les entreprises elles-mêmes, c'est ça? Absolument. Il y a la dimension légale, réglementaire. En France, par exemple, l'employeur a une obligation de sécurité de résultats envers ses salariés, même à l'étranger. Obligation de résultat, ça veut dire quoi concrètement? Ça se décline en plusieurs devoirs. Informer avant le départ sur les risques, être prudent dans l'organisation du voyage et protéger la santé et la sécurité en général. Ils font d'ailleurs référence à la norme ISO 31000 sur le management du risque. Pour une entreprise, utiliser un service comme Travel Santé, c'est aussi un moyen de montrer qu'elle prend cette obligation au sérieux. C'est le fameux mieux vaut prévenir que guérir, mais avec des implications légales et financières très concrètes pour l'entreprise. C'est exactement ça. La prévention, l'information, ça devient des outils de gestion du risque, y compris du risque juridique. C'est là que Travel Santé place sa valeur ajoutée. Aider l'entreprise à remplir ses obligations et à protéger ses équipes de façon proactive. Et au-delà de la conformité légale, quels sont les bénéfices plus opérationnels ou financiers qu'ils mettent en avant? Il y en a plusieurs.
Le premier et le plus important d'un point de vue éthique, c'est bien sûr la sécurité et le bien-être des collaborateurs. Des gens bien préparés, bien informés, sont moins susceptibles d'avoir des problèmes de santé graves loin de chez eux. Logique. Ensuite, il y a l'impact économique. Gérer les risques sanitaires, ça permet de réduire la probabilité d'incidents qui coûtent cher. Des annulations de missions, des interruptions, des frais médicaux énormes dans certains pays. Et surtout, les rapatriements sanitaires. Ça peut coûter une fortune. Des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros parfois. Exactement. Donc, maîtriser les risques santé, c'est aussi une façon de maîtriser les coûts liés aux voyages internationaux. Donc si on résume les bénéfices, sécurité des personnes, respect de la loi et maîtrise des budgets. C'est un trio assez parlant pour une direction d'entreprise, j'imagine. C'est leur argumentaire central, oui. Ils se présentent comme un partenaire de confiance, c'est leur expression, qui vient compléter ce que font déjà les assureurs, les assisteurs, etc. Leur niche, c'est vraiment l'info et la prévention médicale spécialisée avant et pendant le voyage.